Bonjour, je suis extrêmement heureux de recevoir aujourd'hui Madame Olfa Hamdi, qui a vraiment accepté notre invitation pour donner une petite conférence d'échange sur sa thématique sur son entreprise, sur sa thématique de compétences et surtout sur son parcours depuis quelques années. Elle nous vient des États-Unis, de Californie, de San Francisco plus précisément. Et c'est une première présentation aujourd'hui parce qu'on a convenu avec elle sur un cycle de conférences, d'intervention, soit en termes de formation, soit en termes de recherche, développement et d'expertise dans les prochaines années. Donc c'est vraiment le premier démarrage d'une première pierre qu'on est en train de construire ensemble avec Madame Olfa Hamdi. Une petite présentation rapide de Madame Olfa Hamdi. Elle a eu son baccalauréat en Tunisie, à Tunis, au lycée pilote de Tunis. Ensuite, elle a fait une prépa à Louis-le-Grand. Ensuite, à Centrale Lille pendant 2 ans, puisqu'elle a fait un double diplôme à l'université d'Austin au Texas. À l'époque, j'étais directeur de relations internationales. Et en plus, elle a fait un triple diplôme parce qu'en parallèle de son double diplôme, elle a fait aussi le School of Law, une formation en droit sur les aspects négociation. Et depuis quelques années, forte de cette expérience, elle a monté son entreprise qui s'appelle Concorde et donc qui est extrêmement intéressante, une valeur ajoutée qui est liée en fait aux grands ouvrages, à l'industrie de construction pour ce qui nous concerne. Et vraiment, on est très heureux de recevoir chez elle ici à Centrale. Et je voudrais l'applaudir et lui donnerai. Merci beaucoup. Je vais essayer ça. C'est bon, là, vous m'entendez bien? Ok, très bien. Merci, professeur. Moi, j'aimerais commencer par le remercier toute l'équipe. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur, en fait, quand on quitte l'école et que l'école, en fait, fait un effort de garder ce lien de collaboration ou de mise à jour par rapport à ce que ces élèves font. Et même si j'ai passé que 2 ans ici, je vous dis que je suis centralienne, donc primordialement. Voilà, donc merci beaucoup. En fait, par rapport à aujourd'hui, le soleil d'aujourd'hui, il est assez compétitif par rapport au soleil de la Californie. Hein. Donc finalement, ici, les Lillois, vous pouvez vous dire, nous aussi, on se compare un peu à la Californie. Bref, donc, alors, en fait, je ne vais pas passer trop de temps à parler de mon entreprise, d'accord? Ce que je veux, c'est que quand vous quittez cette séance, vous avez appris quelque chose de nouveau, d'accord? Et vous avez un peu une idée sur où est-ce que vous pouvez vous placer dans le secteur de la construction. Je vais poser la question par rapport à qui ici il se prépare à rentrer dans l'industrie, il est en mode étudiant, d'accord, qui est déjà dans l'exécution des projets et en train d'exécuter des projets de construction. D'accord. Je ne sais pas c'est quoi le 3e scénario, en fait le reste... On parle de quel profil ici? Recherche et développement. Recherche et développement, d'accord. Industrie et conseil, d'accord, très bien. D'autres profils que j'ai... Data Invest, non? All good? Ok, très bien. Donc en fait, le thème que je voulais présenter aujourd'hui, c'est par rapport aux grands projets de construction, comment est-ce qu'on livre ces projets-là d'une manière prédictible ou prévisible? Vous allez remarquer en fait que parfois j'utilise des termes qui sont en anglais, mais je les traduis en français, et je fais l'aller-retour. Donc mes excuses depuis le début, voilà. C'est une manière de... Quand on évolue entre 2 mondes, au bout d'un certain moment, on ne fait plus attention. D'accord. Donc, en fait, je voulais qu'on commence par comprendre où se situe l'industrie des grands projets. En gros, quels sont les problèmes qu'il y a et pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises comme la mienne qui est en train d'essayer de résoudre ces problèmes-là. D'ailleurs, une des choses que je vous conseille vraiment à faire, c'est de toujours garder cet esprit de suivi et de curiosité à ce qui se passe dans l'industrie au niveau global. C'est important de savoir se situer en fait par rapport à ce qui se passe. Donc, je vais commencer par un premier constat.
Donc ça représente des points là dans le graphe, c'est des projets. Ça représente en fait une base de données de grands projets de construction, un peu partout dans le monde, y compris en France. Et ce qui se situe ici, c'est qu'on essaye de voir par rapport à leur échéancier d'origine, donc le schedule, est-ce qu'ils ont respecté le schedule ou pas? C'est-à-dire si le projet devait se terminer en 30 mois, est-ce qu'il se terminait en 35 ou 28, en gros? Donc ça, c'est la performance schedule, d'accord? Et verticalement, vous pouvez deviner, c'est la performance coût, voilà. Donc par rapport au coût, si on a prévu un budget temps, d'accord, je sais pas, un budget de 100 millions, par exemple, est-ce qu'on a dépensé plus ou moins par rapport à ce projet-là? Et donc si vous remarquez, en fait, et ça couvre en fait l'industrie minière, donc la construction dans l'industrie des mines, l'industrie de l'infrastructure, donc tout ce qui est projet d'infrastructure, et du oil and gas, donc pétrolier. Donc vous allez remarquer ici qu'on a un vrai problème. En fait, principalement, tout le monde est toujours soit en retard, soit dépense plus. Je peux vous laisser deviner, en fait, par rapport au pourcentage, en moyenne, il y a combien de pourcentage de projets qui ne se terminent pas à temps et au budget? 98? Pas très loin de ça, oui, 95. Donc en fait, on a un problème systématique, d'accord, qui est quand les projets de construction se compliquent, qu'ils deviennent de plus en plus grands, on a un problème à respecter les délais et le temps. D'accord? Donc ça, c'est un vrai problème. Le deuxième, c'est un constat relatif à la productivité chantier. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut me dire ici? Comment on peut mesurer la productivité chantier? Comment? Bonne question. C'est une bonne question. Alors en fait, on prend la mesure la plus simple. D'accord? La mesure la plus simple, c'est sur 8 heures de travail, combien est-ce que l'ouvrier passe du temps à travailler sur outil, en comparaison avec tout le reste, les travaux qui ne sont pas productifs. Après, il y a beaucoup de mesures dans le secteur de dans la thématique de comment est-ce qu'on mesure la productivité chantier, mais principalement, ça revient toujours à ça. Donc, ce que vous voyez ici, on a deux courbes, d'accord? Il y en a une qui est horizontale, elle est en déclinaison un peu, et il y en a une qui monte. Donc, celle d'en haut, c'est la productivité chantier, donc labor, donc productivité main-d'œuvre, voilà, dans le secteur manufacturier, donc tout ce qui est manufacturing, d'accord? Et ça, c'est la deuxième courbe, c'est la construction. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On n'a pas grand-chose, quoi, on va être fiers. Hein. Donc, en fait, c'est un vrai problème. La productivité chantier, elle stagne, et celui qui n'avance pas régresse. Donc, en fait, elle est en train de retourner. Donc, une des choses que, en fait, j'aimerais soulever, parce qu'on pense, en fait, que pour changer une industrie à l'échelle macro, d'accord, on a besoin de grands bouleversements tels que l'introduction de la technologie, de l'automatisme, etc., etc. Okay, tout ça, c'est important. Mais en fait, n'oublions pas qu'on a commencé à introduire la technologie dans le secteur de la construction depuis les années 95, 90. D'accord, on utilise le BIM, on utilise tout. On a tout essayé. Mais à l'échelle macro, on ne voit pas l'effet. Alors que l'industrie manufacturière, en fait, ce qui a déclenché ce changement ici, donc d'accord, à l'échelle macro, c'était pas la technologie, c'était pas l'introduction des robots, ça c'est arrivé après, c'était le process, ou le processus, plutôt. C'était la méthode. D'ailleurs, il y en a ceux qui sont entre vous ici, qui sont familiers avec le terme Lean. D'accord ? Le Lean, ça ne vient pas de la construction, ça vient du secteur manufacturier. Et c'est venu, en fait, par rapport à cette compétition entre le secteur automobile japonais et le secteur automobile américain, où, au bout d'un certain moment, les Japonais, en fait, ils produisaient de meilleures voitures à un prix inférieur aux voitures américaines, et en fait, ils envahissaient le marché américain. Et là, les Américains se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une étude sur 5 ans qui a été financée et led by MIT, et ils ont été au Japon, ils ont étudié, ils ont trouvé que, en fait, ce qui fait leur secret, c'est le processus
maintenant s'est développé toute cette école de Lean. Et après, c'est devenu maintenant une usine qui ne fonctionne pas avec les méthodes Lean, c'est une usine d'un autre siècle. C'est la règle maintenant. Donc non, dans la construction, on n'a pas ça. On n'a pas eu ce shift dans la culture et dans les méthodes. La manière, je peux vous dire aussi simple que ça, la manière avec laquelle on a construit les pyramides, on est en train de l'utiliser pour construire des usines nucléaires. Hein. C'est principalement la même chose. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième problème. C'est que la productivité chantier n'a pas évolué et on n'a pas eu ce shift dans le processus. Troisième problème, c'est qu'on oublie en général, on a tendance à l'oublier, c'est que les entreprises de construction, finalement, c'est des entreprises qui ont besoin de faire de l'argent. Elles ont besoin de gagner de l'argent, autrement elles ne peuvent pas exister. Ce pas des NGO, d'accord ? Donc, il y a une relation étroite entre notre performance de livraison des projets et ce qu'on appelle financial health of the company, donc la santé financière de l'entreprise. Donc là, je cite un exemple, en fait, c'est récent, c'était l'année dernière. Qui ici connaît l'entreprise Fluor? Fluor, c'est l'équivalent de Vinci ou de Bouygues, c'est américain, et ça opère un peu dans le monde, c'est l'équivalent de ça. En fait, là, c'est un peu leurs shares, leurs stocks, qui ont eu un gros, c'était un choc, où ils ont perdu beaucoup de valeur. Et là, c'est leur CEO qui dit, so he says, Sit and said, Fluor's project in Citrus County, Florida, donc c'est un gros projet en Floride, taken us double the hours to do the work that is taken us in Virginia to do the same thing. En fait, ce qu'il dit, c'est que ça nous a pris 2 fois le temps de livrer le même projet entre la Virginie et la Floride. Et en fait, ça, c'est un problème qu'on a un peu partout dans le monde, et d'ailleurs, ceux qui travaillent ici dans les entreprises peuvent le savoir. On a tendance à avoir des projets qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exécutés dans le même budget ou dans la même performance. Et on a cette variabilité qui fait qu'une entreprise de construction, d'accord, elle souffre parce qu'elle n'arrive pas à avoir cette consistance et cette prévisibilité financière en se basant sur ses opérations. D'accord ? Donc ça, c'est un point d'habitude, on oublie quand on est dans un projet et puis qu'on essaye de livrer notre projet, mais en fait, on fait partie de tout un contexte qui est un contexte financier qui doit être solide. Bon, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, en fait. Il y a des constats qui sont plutôt positifs. Et ces constats sont relativement à l'implémentation de certaines méthodes qui permettent, en fait, d'aligner toutes les composantes du projet vers un objectif de predictability, donc prévisibilité, d'accord ? Et on a des cas, en fait, de réussite. Donc ça, c'est principalement la méthode Advanced Work Packaging sur laquelle j'ai travaillé en tant que chercheur, ensuite en tant qu'auditeur, ensuite en tant que chef d'entreprise. Mais c'est une méthode avec tout un concept, y compris l'intégration des concepts Lean, l'intégration de d'autres concepts, même du IPD, Integrated Project Delivery, etc., on a formé cette méthode, ou ce package de méthodes, qui fait que, en niveau de maturité, en fait, on peut réaliser ce genre de résultats. Par exemple, en termes de productivité chantier, on a amélioré la productivité sur chantier de 25%. C'est-à-dire l'ouvrier passe 25% de plus de temps que d'habitude à être productif, à passer du temps outil en main. Par rapport au coût, réduction du coût de 10%. Par rapport à la sécurité, c'est un chantier sans accident, d'accord ? Ça c'est important. Par rapport au temps, on finit un peu plus tôt, d'accord ? La méthode n'a toujours pas donné les résultats où on finit 3 mois à l'avance, mais ça veut dire qu'on a amélioré l'estimation du temps au début. Donc si j'estimais 30 mois, si je finis en 29 mois, mon estimation elle est bonne et j'ai eu une bonne performance. Et la qualité, donc la qualité c'est par rapport à la qualité de l'ingénierie. Vous savez tous, d'après votre expérience dans le secteur de la construction, c'est que l'ingénierie commence des mois et des mois avant le début de la construction. Et après, donc il y a des livrables d'ingénierie qu'on envoie sur chantier
et que pour plusieurs raisons, en fait, ne sont pas acceptés sur chantier. On doit faire une mise à jour, on doit faire du rework, donc on va refaire le travail. Et ça, c'est la qualité, c'est une mesure de la qualité qu'on suit sur chantier. Donc, rappelons-nous, pour suivre la performance d'un projet de construction, on regarde ces facteurs-là, d'accord? Productivité, sécurité, temps, coût, prévisibilité et qualité. D'accord? Donc en fait, ça existe. Il y a des projets qui ont réussi. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis partie de Centrale Lille, je savais que je voulais faire de la construction parce que j'ai fait des stages chez Eiffage dans les travaux publics, etc. Et en fait, de l'expérience que j'ai eue dans le secteur, c'est que j'ai senti que c'est un secteur où en fait, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à améliorer qu'il y aura suffisamment pour faire une carrière. Alors que tout le monde à l'époque faisait finance et tout ça, c'était un peu la tendance. Moi je dis finance, parce que si tout le monde va dans les banques et dans les finances et tout ça, ok, tout le monde fait ça, non, je vais chercher une industrie où il y a des problèmes. D'accord? Donc la construction, c'est l'industrie des problèmes par excellence. Voilà. Et donc, après, je suis partie aux États-Unis et pour payer mes études, je travaillais en tant que chercheur. Et ce que j'ai fait en tant que chercheur, c'était de voyager le monde, en fait, à aller voir des projets qui ont réussi. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous avez vu là, les 95% qui échouent, il y a 5% qui réussissent. Moi, j'ai passé du temps avec les 5% pour voir ce qu'ils ont fait, en fait. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les éléments de ces 5% qui ont fait qu'ils ont réussi et développé un guide en gros, la recette qui fait qu'ils ont réussi. Et je l'ai validé à travers un ensemble d'entreprises. C'est ça, la formule de recherche aux États-Unis, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui encadrent ça et que tu valides avec eux ce que tu as trouvé par rapport à eux, ce qu'ils ont comme expérience. Et après, ça a été donc libellé Advanced Work Packaging, donc j'en parlerai, la méthode AWP. Ça a été publié en 2013, d'accord? En 2013, je travaillais en tant qu'auditrice pendant quelques années. En gros, tout ce que je fais, c'est j'essaie de déterminer le risque du projet pour dire si c'est un projet qui doit être financé ou pas par rapport à la construction. Et en combinant tout ça, après, en 2016, la méthodologie elle a été déclarée comme étant bonne pratique dans l'industrie. Et aujourd'hui, on est fiers en fait de dire qu'il y a des entreprises comme ExxonMobil, Esso en France, on appelle Esso, qui considèrent la méthodologie, même dans leur contrat en fait. Ils ne vont pas travailler avec des entreprises s'ils ne connaissent pas cette méthodologie-là. Donc c'est un peu en train de rentrer, non pas que dans les mœurs de l'industrie, mais aussi dans l'aspect contractuel de l'industrie. Donc c'est une des choses qui font qu'il y a du potentiel en fait. Après, l'autre bonne nouvelle qu'il y a dans notre industrie, parce qu'il ne faut pas que voir des problèmes, il faut aussi voir les points forts sur lesquels on peut se développer. Alors en 2014, donc moi j'ai écrit ma thèse, c'était publié, je commence à faire des pilotes, etc. Je suis en train de voir, mais la méthodologie n'était pas connue. C'était ceux avec qui je travaillais le savaient, mais ce n'était pas connu à l'échelle de l'industrie. Donc, j'ai commencé un peu un plan de communication. Une des choses que je fais, c'était un webinar, open, donc free, où je présentais un peu la méthode à tout le monde. Et là, j'annonce donc le webinar. Au bout d'un mois, il y a 1029 personnes qui... En fait, il y avait 2000 qui ont signé pour to attend the webinar, donc pour suivre le webinar. Et 1029 personnes, en fait, they logged in, donc ils sont venus voir le webinaire. Vous pouvez deviner que ça m'a surpris. Donc, je veux parler du work packaging et tout d'un coup, il y a 1000 personnes qui viennent me dire c'est quoi le work packaging. C'était un truc énorme. Et ce qui était plus intéressant, c'est que quand j'ai envoyé un sondage à ces 1000 personnes pour dire qui êtes-vous, en fait, il y en avait de tous les âges, il y en avait de tous les secteurs, donc je veux dire tous les départements, donc de la construction, de l'ingénierie, de l'achat, du légal, en fait tous les départements qui sont impliqués dans un projet de construction, et du IT, donc il y avait du technologie aussi pour la construction.
de l'universitaire, du privé, etc. Donc en fait, j'ai réalisé que finalement, dans cette industrie, on a tendance à être en gros off-ligne. Donc soit on est dans un cas d'entreprise, soit voilà. Mais en fait, non, il y a toute une communauté, il y a tout un intérêt pour apprendre des choses nouvelles. Et en fait, on a tendance à sous-estimer le potentiel qu'on a comme industrie. Donc, en fait, ce genre de choses, un peu, ça crée un peu toute cette philosophie et puis toute cette motivation qui a fait que finalement, j'ai parlé à des investisseurs, etc., et j'ai décidé de commencer mon entreprise. C'est parce que je me suis rendu compte que, donc, quelques observations. Donc, en premier lieu, c'est que l'innovation ne s'applique pas uniquement à la technologie, parce qu'on pense innovation, on pense on va développer une technologie, mais en fait, non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'innovation dans le non technologique. Alors, il y a un film que je vous conseille de voir, s'appelle Spark of Genius. C'est en fait un film qui parle un peu celui qui a inventé le rythme des essuie-glaces des voitures, qui a été ensuite acheté par Ford. Et lui, il est rentré dans une bataille légale avec l'entreprise, qui on lui dit, bon, t'as rien inventé, t'as juste mis des trucs ensemble qui existaient. Ce transistor ici, un truc là, mais c'est pas de l'invention. Et il y a une phrase, en fait, dans le film où il leur dit, les mots du dictionnaire, ben, ils sont là. Le mot... les termes d'une phrase, ils sont tous dans le dictionnaire. Mais qu'est-ce qui fait que Victor Hugo est Victor Hugo? C'est qu'il les a mis dans un ordre qui est unique. Il n'a pas inventé des mots, lui. C'est la manière avec laquelle il a combiné ces mots-là. Et ben c'est pareil, en fait. Dans les projets de construction, tout le monde sait faire du supply chain, tout le monde sait faire de la construction pure et dure, tout le monde sait couler du béton, tout le monde sait faire de l'ingénierie, développer un dessin, faire de l'AutoCAD, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que un projet réussit par rapport à un autre? C'est la formule, c'est la sauce, c'est comment on a fait cuire tous ces éléments-là ensemble. C'est ça, en fait. Donc, en gros, faire du management de projet, faire de l'innovation du projet, c'est comme être un chef, en fait. Il y a un peu d'innovation là-dedans, il y a un peu d'appréciation, d'expertise et tout. C'est une très belle combinaison. Ce qui fait la beauté de notre industrie. Après, moi, je suis un peu romantique par rapport à l'industrie. Donc la technologie seule, en tant que deuxième observation, ne change pas une industrie à l'échelle macroéconomique. D'accord ? Il y a plusieurs facteurs, d'accord ? Mais la technologie en elle-même seule, c'est pas la solution. Il y a une relation forte entre l'aspect business, donc l'aspect performance financière et l'aspect projet. Et on a tendance, parce que la manière avec laquelle nous, les ingénieurs, on est formés, on a tendance à se focaliser sur le non financier, et donc on est déconnecté de tout un monde, alors qu'il y a une très grande connexion entre les deux. Donc il y a en fait un potentiel dans la capacité humaine des gens qui travaillent dans cette industrie, et ça c'est très centralien, bon. Mais c'est l'aspect interdisciplinaire ou multidisciplinaire de notre industrie. C'est une des industries où il faut vraiment toute discipline, il faut que toutes les expertises soient non seulement alignées, mais soient aussi excellentes dans ce qu'elles font pour que le tout fonctionne. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait que moi je pense que cette industrie, elle est là pour les centraliens, à prendre en main. Donc ça c'est, je voulais vous donner un peu une idée sur des projets pour que, en fait, quand on pense de construction, c'est pas que du bâtiment, d'accord, ou c'est pas que des infrastructures qu'on voit tous les jours. Il y a tout un monde, en fait, qui dépasse ce qu'on voit quand on conduit tous les jours. Donc il y a l'aspect pétrochimique, d'accord, il y a l'aspect énergétique, l'aspect minier, il y a toutes sortes de projets. Donc je voulais juste vous donner un peu une idée sur à quoi ça ressemble. Vous imaginez une structure comme ça, pétrochimique, où on peut lui rajouter de la complexité, en fait, où on est en train de rajouter quelque chose sur une raffinerie existante qui date de 1920, d'accord ? Vous pouvez imaginer que c'est de la complexité qui se rajoute,
Et c'est ce qui fait que c'est vraiment challengeant de livrer ce genre de projet-là. Bon, après, on a un autre... je sais pas, c'est un problème, c'est aussi une opportunité dans notre industrie. C'est que quand on parle de start-up dans le management de projet, ben, il n'y en a pas. Il y en a très très peu. D'accord ? Je vais vous donner un exemple ici. Quand on a lancé l'entreprise il y a 2 ans, d'accord ? L'entreprise, elle a 2 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, c'est l'anniversaire de l'entreprise, enfin, formel of incorporation, donc de l'entreprise, deuxième année. Donc, c'est encore plus spécial de le fêter comme ça. Mais là, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on était dans cette très grosse conférence, donc la plus grande conférence downstream, donc tout ce qui est énergie downstream et construction pour le secteur énergétique. Et là, vous voyez, en fait, toutes les entreprises là, on était vraiment là, à Ticol, mais c'est la seule start-up qui est représentée dans la conférence. Et moi, je n'en étais pas consciente, en fait, parce que, voilà, quand on est animé par une certaine passion, qu'on veut faire quelque chose, qu'on voit l'opportunité, on essaye de ne pas se fier trop à l'historique, mais finalement, le fait qu'il n'y ait pas de start-up dans l'industrie, donc du management de projet, c'est à la fois it's a statement, donc ça dit quelque chose sur l'industrie, d'accord, par rapport à l'innovation et le besoin d'innovation, mais c'est aussi une opportunité. Donc en tant que centralien, en tant que ceux qui font le travail de recherche et développement, moi je vous encourage vraiment à supporter, à promouvoir cette relation start-up-entreprise, cette relation start-up-université dans ce secteur-là, parce qu'il y a vraiment de l'opportunité. Et donc c'est un peu, je ne sais pas si c'est l'histoire de toutes les startups, mais nous, quand on a commencé, on s'est dit, nous, on va principalement investir dans notre propre recherche et développement en collaboration avec l'industrie. C'est parce que c'est la seule manière pour qu'on puisse trouver des réponses par rapport à quelle est la formule pour livrer un gros projet de construction d'une manière réussie. Donc, comme on a vu les facteurs, à temps, au budget, sécurité, qualité, etc. D'accord ? Et donc, on a fait ça par le biais de plusieurs facteurs, d'accord, ou plusieurs champs d'action, d'accord. Donc, le premier, c'est piloter, d'accord, rentrer dans l'action le plus tôt possible. C'est bien de passer trop de temps à créer et à développer, etc., mais l'action, piloter, essayer. Dès qu'on a quelque chose qui est pilotable, d'accord, qui peut être piloté, faut le faire. Il faut prendre le risque. Moi, je le considère pas comme risque, mais il faut quand même le faire. Et donc, nous, en 2 ans, donc, on a eu des pilotes aux États-Unis, mais aussi, on s'est rendu compte que, donc, on a eu des pilotes au Moyen-Orient. En France, en fait, avec ESSO, on en a 2, d'accord, dans la raffinerie du Nord et du Sud. En fait, quelque chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a l'impression que quand c'est nouveau, quand c'est de la nouvelle méthodologie, et ben c'est pas adéquat pour les marchés en voie de développement, ou c'est pas adéquat pour certains pays qui sont old countries. Donc, et que bon, le plus propice c'est les États-Unis, mais en fait non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans notre secteur de construction, on a tous un peu la même expérience vis-à-vis de la construction, on a le même vécu par rapport au challenge. Et si on parle aux bonnes personnes et si on trouve le bon environnement, tout environnement est en fait propice pour faire un pilotage. Donc, par rapport au test de nouvelles idées, de nouvelles innovations, il faut aller plus loin que sa proximité là où on est. D'accord ? Le deuxième champ d'action qu'on a pris, bon, ça c'est une photo de l'équipe avec laquelle on est en train de piloter ça au Havre. Le deuxième champ d'action, c'est on a dit on va investir dans la communication avec l'industrie. De la même manière où j'ai fait le webinaire avec les 1000 personnes qui sont venues demander ce que c'est. Donc on s'est dit, nous, dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, d'accord, on va se dire ce savoir-faire, il y a une très grande partie de ce savoir-faire, elle n'est pas à convertir en copyright ou brevetable, etc. Il y a certaines choses qui sont brevetables, les propriétés intellectuelles, j'ai beaucoup de respect pour ça, j'ai fait des études sur ça au Texas Law School, je comprends très bien. Mais pour qu'une entreprise en fait avance, son meilleur avantage compétitif, c'est le continuous learning, c'est en fait apprendre plus par rapport à ton expérience. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on dit on va communiquer d'une manière régulière ce qu'on a appris vers l'industrie, parce qu'on cherche en fait ceux qu'on veut qu'ils réfléchissent avec nous. Et
ça, en gros, c'est un principe, même par rapport enfin, dans tout, en fait. On n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Peut-être on n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. Si nous, on veut faire de l'innovation et créer et trouver la solution, bah, il y aura certainement un client de l'autre côté qui réfléchit de la même manière et avec qui on peut travailler. C'est ce qui fait que, je ne sais pas, par rapport à notre expérience, l'entreprise, elle vient d'être créée, on travaille avec Exxon. C'est une très grosse entreprise. Normalement, on me dit comment est-ce que ça se fait, mais c'est comme ça. En fait, c'est ça, il faut être fidèle à ce qu'on est et ce qu'on veut. Ça, c'est par rapport à l'innovation en général. Donc, on publie régulièrement. D'ailleurs, on publie donc une sorte de livret 4 fois par an et des articles toutes les semaines où on communique avec l'industrie et on invite des gens en fait à parler par rapport à leur vécu, par rapport à l'industrie et à leur innovation. Donc, par rapport à notre recherche et développement, on se focalise sur trois axes, d'accord ? À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ou à chaque fois qu'il y a une leçon apprise ou quelque chose à apprendre, on la teste par rapport à ces 3 axes-là. Donc, on se dit, est-ce que c'est un savoir-faire, ou c'est une nouvelle idée, ou c'est une nouvelle pratique, ou c'est une nouvelle technologie ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle, ce qui émane du scope du projet ? Est-ce que c'est people, donc est-ce que c'est relativement à l'humain, à l'aspect soit ressources humaines, organisation, collaboration, etc., leadership, etc., ou est-ce que c'est de la technologie ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on se dit que, d'après l'expérience qu'on a eue par rapport au pilotage de la méthodologie AWP et par rapport à la recherche, en fait, pour qu'un projet fonctionne bien, il faut qu'on ait les 3. Et que les 3 soient bien faits. Donc on teste ça par rapport à ces 3 axes-là, et on utilise certains principes. Par exemple, un des principes qu'on utilise, c'est le transfert de savoir-faire. C'est-à-dire que si on travaille avec un projet de construction pour que ce projet-là livre et réussisse, systématiquement, il faut que l'équipe du projet, elle devienne compétente. C'est-à-dire on ne peut pas sous-traiter la compétence. Ça, en fait. Il faut qu'on investisse dans le transfert de savoir-faire à l'équipe de projet parce qu'elle va rester, nous, on va partir. Donc, il faut qu'eux comprennent et la méthode et vraiment s'imprègnent de la méthode pour qu'elle fonctionne. Le 4e volet, c'est les volets de la formation, d'accord ? Ça, c'est en général, en tant qu'ingénieur, nous, on est bon pour apprendre, on apprend tout le temps, on a été formé pour toujours apprendre. Donc ça, il y a des choses dans l'innovation où en fait, on peut les faire émaner de la formation. C'est-à-dire, on peut avoir une formation avec avec une équipe sur le AWP, et durant la formation, on fait un exercice d'innovation en fait. Le fait de prendre un système standard et de demander à l'équipe de faire une réflexion sur comment adapter ce système-là à leur propre entreprise, parce qu'ils connaissent leur entreprise mieux que nous. Ça, c'est un exercice d'innovation. Donc là, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est d'élargir un peu cette idée d'innovation. Ce n'est pas uniquement créer quelque chose de rien ou quelque chose de nouveau entièrement. En fait, le fait de faire de la personnalisation de systèmes de management, d'accord, et de collaboration à un contexte, que ce soit un contexte d'entreprise ou un contexte de projet, ça c'est de l'innovation. Et finalement, donc, ce qui fait que ce qu'on s'est dit, c'est que notre mission, par rapport à ces expériences-là, notre mission c'est d'aider les entreprises de construction à livrer les projets d'une manière prévisible, et en faisant ça, à travers l'innovation des systèmes de management, d'accord, de projet, et l'implémentation de pratiques d'intégration. Et donc, je vous donne un exemple par rapport à la méthodologie AWP, où cette méthodologie-là, c'est un exemple de système de management qui est en innovation, et chaque fois qu'une entreprise l'implémente, elle a besoin de faire un exercice d'innovation sur cette méthodologie-là par rapport à ses bureaux. Donc, si, par exemple, Exxon, si elle implémente la méthodologie, d'accord, aux États-Unis, ce n'est pas exactement la même manière que quand c'est implémenté en France. Par contre, il y a une base qui est commune. Et là, on parle un peu de l'aspect de la standardisation. Et il y en a certains ici, je suis sûre que surtout ceux qui font de la recherche et développement, ils savent un peu les challenges de la standardisation. C'est qu'on veut que quelque chose s'applique à tout, alors que tout est différent.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit ce qu'on appelle un core, donc le core of the standard, donc quelque chose de minimal qui est sur les principes qui ne changent pas, et la manière avec laquelle on l'applique, là où on applique un exercice d'innovation. Donc, une première chose en appliquant la méthode, c'est qu'on s'est dit, on veut que tout le monde dans le projet se focalise sur deux choses, deux objectifs pour tout le monde. D'accord ? La construction, l'ingénierie, l'achat, le commercial, la qualité et la sécurité, tout le monde se focalise sur deux métriques. Donc le premier, c'est le temps outil en main. D'accord ? Là, je vous montre ici, par exemple, ce qu'on voit là. Là, c'est la moyenne, c'est le découpage d'une journée typique d'un ouvrier sur chantier. D'accord ? Et ça, c'est la moyenne d'Amérique du Nord. D'accord ? Ce que vous voyez là, combien de temps est passé sur le temps outil en main ? C'est là, tout le time. Il y a combien là ? C'est 37%, c'est même pas 40%. Le reste, il est en train de faire autre chose. Donc soit il part plus tôt, 40%, il est parti plus tôt, soit il fait du planning, alors que normalement, la main-d'œuvre n'est pas supposée faire du planning, d'accord ? Elle est supposée exécuter. Il bouge d'un endroit à l'autre, d'accord ? Il fait un mouvement, donc il prend un équipement d'un emplacement à l'autre, donc ça c'est le mouvement d'équipement, ou il est en train d'attendre. Il y a combien de 15% de la journée est passé en attente. Donc, et qu'est-ce qu'il peut attendre en fait ? Il attend soit du matériel, soit une instruction, soit il est en train d'attendre. Donc l'idée, c'est qu'on dit à tout le monde, y compris les ingénieurs qui sont au bureau, qui ne visitent jamais le site, on leur explique que nous, notre objectif, c'est que ces 37% passent à 60%. C'est ce qu'on veut. Et on leur explique vraiment qu'on ne peut pas faire ça sans leur aide. C'est-à-dire sans que les ingénieurs livrent le design et les drawings, donc les dessins, à temps et correctement. Autrement, si l'ingénierie n'est pas de bonne qualité, ce qui va se passer, c'est que on aura des problèmes donc, sur chantier, et là, on va avoir plus de temps d'attente ou autre chose. Donc ça, c'est le premier. La deuxième, c'est en fait le temps du superviseur chantier. Ça, c'est qui peut ici me dire un peu, on fait un brainstorming, pourquoi est-ce que le temps du superviseur chantier est important ? Un superviseur chantier, c'est quelqu'un qui supervise une équipe de 10 personnes, 15 personnes. Pourquoi est-ce que son temps est important en fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est important. Pourquoi ? Comment ? C'est le chef d'orchestre. Mais en fait, de la même manière où on ne peut pas avoir une classe sans professeur, d'accord ? C'est de la même manière où on ne peut pas avoir des ouvriers qui travaillent efficacement sans un superviseur qui passe son temps à bien faire son travail. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le superviseur chantier, parce que c'est lui qui renforce la sécurité, d'accord ? Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'aller dans un chantier de sécurité, mais c'est pas évident. Il faut être conscient en fait des actes qu'on fait par rapport à la sécurité. Il faut pas faire des actions qui ne sont pas safe. Il faut savoir quoi faire, etc., etc. Il y a tout un protocole dans un chantier de construction. Donc le superviseur, lui, c'est lui qui renforce ce protocole-là. Donc on a besoin qu'il passe son temps à faire ce qu'il doit faire, ce qui est de superviser. Et alors, par rapport à la moyenne de l'industrie, il y a combien de temps ici, d'après ce que vous voyez là, quel est le pourcentage de sa journée qu'il passe à superviser ? 15% uniquement. Oui. En fait, quand on commence à mesurer, on se rend compte vraiment du problème. Parce qu'on a l'impression, on dit oui, bon, il passe un mois, la moitié de la journée à superviser, mais non, parce que 15%. Le reste, regardez ce qu'il fait. Il passe 20% à faire du planning, alors que non, le superviseur chantier n'est pas supposé faire du planning. Le planning, il est supposé être fait au bureau. Donc il passe 20% du temps à faire du planning. Il passe 9% du temps à faire du paperwork, donc de la paperasse. D'accord ? Il y a certains chantiers où c'est encore plus. D'accord ? Il passe 30% du temps à faire un voyage d'aller d'un endroit à l'autre. D'accord ? Et donc nous, quand on explique ça et qu'on mesure ça au niveau du projet ou au niveau de l'entreprise, on dit voilà, ça c'est les données industrie.
on mesure par rapport à vous, et on se dit où est-ce que vous en êtes. D'accord? Après, l'entreprise, là, quand elle voit ça, ben ça c'est de l'argent perdu. Parce que moi, tout temps qui n'est pas utilisé par la main-d'œuvre dans l'exécution, moi je suis en train de payer ce temps-là. D'ailleurs, la main-d'œuvre, ça correspond à peu près à combien par rapport au pourcentage de tout un projet de construction? On parle de minimum de 40%. Un projet de 100 millions, il y a 40 millions qui sont dépensés sur la main-d'œuvre. Donc, si j'ai que 30% de ces 40 millions qui sont du temps par rapport à ça, qui est dépensé c'est de l'argent perdu. Je suis en train de jeter de l'argent par la porte. Même dans les projets de recherche, les équipes de recherche, c'est principalement les ressources humaines. C'est les ressources humaines. Le budget est aux alentours toujours entre 40 et 60%. 40 et 60%. Les ressources humaines, c'est ça. Donc, par rapport à la construction, il y a deux gros chunks, donc deux grosses parties. Il y a la main-d'œuvre et l'équipement. L'équipement, ça coûte cher, et la main-d'œuvre. Après, l'ingénierie, tout ça, c'est significatif, mais ça prend pas la plus grosse partie. Donc, ce qu'on s'est dit, voilà ces deux. On a le temps outil en main et le temps de supervision directe. Nous, on veut améliorer ça. Comment on fait? Et tout le monde maintenant comprend ce besoin-là par rapport à la construction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, nous, ça c'est la phase de construction, ça c'est le surfboard rouge, là, le cercle rouge, l'ellipse rouge. Ça c'est la phase de construction. Donc on va commencer par un premier principe, on va se dire, on veut décomposer la phase de construction en des petits cycles de travail d'une semaine maximale, d'accord? Mais ces cycles de travail-là, il faut qu'ils soient dans une séquence, d'accord, qui est déterminée par une logique de la construction depuis le début du projet. Quand je vous dis ça, c'est que, je donne un exemple, un projet industriel petit, d'accord, ça dure 1 an et demi, d'accord? Un gros projet, ça dure 10 ans. Donc, imaginez qu'on veut que la manière avec laquelle les 3 dernières années ou les 4 dernières années de construction soient planifiées avec une logique de construction depuis 6 ans avant. Et c'est ça, en fait, vraiment le problème, c'est que dans les projets de construction, quand on commence ici, les premiers qui commencent, c'est les ingénieurs, donc ils font ce qu'ils veulent, en gros. Ils font la séquence avec laquelle ils font le design, ils le font par système. C'est la manière avec laquelle l'ingénierie fonctionne. Indépendamment de comment est-ce que la construction va exécuter sur chantier. Et donc nous, on change ça, on dit depuis le début, on va faire un certain nombre de pratiques, on va dépenser telle ressource, on va investir de telle manière pour qu'on définisse un chemin de construction et une stratégie de construction qui va être en fait respectée jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade-là. Et donc, on fait ça par le biais d'une structure de packaging. Donc, en gros, c'est la manière avec... En fait, les work packages, ils existent depuis longtemps. La différence maintenant, c'est que les critères de découpage, ils sont différents. Donc, on découpe la construction en ce qu'on appelle des IWP, or Installation Work Packages, d'accord? Comme son nom l'indique, c'est un package d'installation, donc direct sur chantier. Mais ces IWP, ils ne sont découpés que quelques mois avant le début de la construction. Mais avant ça, les entreprises intervenantes, donc les entreprises de discipline, donc l'entreprise mécanique, l'entreprise génie civil, l'entreprise structure, etc., ces entreprises-là, ils travaillent sur la base de ce qu'on appelle des CWP, donc des Construction Work Package. Mais ces CWP, ils ont été prédéfinis avant même l'embauche de ces entreprises-là, donc des sous-traitants. Ils ont été définis par un chemin de construction et une séquence d'ingénierie définie par les EWP, les Engineering Work Package. D'accord? Je crois que là, j'étais trop vite. D'accord? Il y avait trop de terminologie là-dedans. Mais l'idée principale, d'accord, c'est que dès qu'on commence, on a une philosophie de construction. D'accord? Cette philosophie de construction, on va la traduire en une structure de packaging dans le projet qui va être maintenue, qui va être mise à jour tout au long du projet. Et c'est comme ça que depuis le début, on sait que vers le milieu, au bout de 30% de la construction, on aura besoin d'une grue pour faire un levage critique, d'accord, un levage d'une grande pompe ou un truc comme ça. On va le faire durant cette période-là. Il faut prendre en considération ça. Donc, on a besoin de faire l'installation de telle partie avant l'autre partie. Et donc, on dit à l'ingénierie de se préparer pour ça.
Donc en fait, on est en train de faire de la planification en arrière. On pense à la fin et après on va vers le retour. Alors, qui peut me demander ici, enfin, qui peut me dire pourquoi on ne peut pas faire ça en fait? Pourquoi on n'a pas fait ça jusque-là? On n'est pas sûr que le projet va aboutir. Pour ça. Ça, c'est un très bon point. On n'est pas sûr que le projet va aboutir. Donc, quand on n'est pas sûr, qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas investir, on ne veut pas dépenser de l'argent. Donc, quand on ne veut pas dépenser de l'argent, quelles sont les premières personnes qu'on ne va pas embaucher pour faire partie du projet? Les gens de la construction, parce qu'eux, ils arrivent après. Donc, en fait, on n'a pas de ressources. Par exemple, la ressource clé, c'est le construction manager, le manager de la construction. Lui, c'est un manager, il coûte tel montant. On veut la culture qu'on a, c'est qu'on veut l'embaucher que vers la fin. Juste avant de commencer la construction, on l'embauche. Lui, il arrive. Je ne sais pas si vous avez vu les construction managers, mais ils ont leurs propres idées, d'accord? Ils ont leur propre personnalité. Il arrive, il dit, moi, je vais faire, c'est comme ça ma stratégie d'exécution chantier. Mais il me donne cette stratégie-là 2 mois avant de commencer la construction. Donc vous imaginez bien qu'il y aura un impact par rapport à ça. Si je veux l'impliquer depuis le début, ça veut dire que je vais payer son temps depuis le début et je vais m'assurer qu'il va être là. Et là, c'est de l'investissement. Et vu qu'on n'est pas sûr que le projet va aboutir, non, on ne veut pas dépenser de l'argent. Donc ça, c'est un premier challenge. Quoi d'autre? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Généralement, c'est les gens de l'amont et de l'aval, chacun a sa culture. Exactement. Le concurrent d'engineering ne se fait pas, peut-être. Absolument, absolument. C'est une culture. En fait, dans l'industrie, les groupes d'ingénierie, d'accord, ils ont leur propre culture. Historiquement, vu que c'est eux qui commencent, c'est eux qui décident un peu comment est-ce qu'on va faire le design, dans quelle séquence. Et ils le font en fait avec la manière qui est la plus rentable pour eux. C'est-à-dire que moi, si je me dis, j'ai une pipe, par exemple, de la tuyauterie en fait, qui va d'un point A à un point B, d'accord? Moi, en tant qu'ingénieur, moi je veux faire mon design de point A à point B. La construction, elle dit, mais non, moi je ne peux pas installer tout ça. En une fois, je veux que tu me fasses le design de A à un point intermédiaire C. Et dans 3 mois, je vais faire le reste de C à B. Mais en fait, l'ingénierie dit non, mais moi ça me fait plus d'heures pour faire ça. Au lieu de livrer un seul design, je vais livrer 2. Donc je ne veux pas. Et en fait, il y a ce genre de conflit qui s'accumule dans un gros projet, d'accord? Donc un scope qui fait que finalement, on a un conflit d'intérêts entre ce que la construction veut et ce que l'ingénierie délivre. Et comme ça qu'on a des délais. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Imaginez bien que moi je faisais ça quand j'étais auditrice. Là, j'arrive à ce stade-là, avant de commencer l'ingénierie détaillée, pour déterminer si le projet est financé, il passe ou pas. Je leur pose la question, quel est votre pourcentage d'avancement d'ingénierie? Ils me disent 30% par exemple. Alors, est-ce que 30% d'avancement d'ingénierie peut donner une idée sur en fait combien de pourcentage de construction je peux faire? Non. Parce que finalement, quand l'ingénierie me dit j'ai fait 30% d'ingénierie, en fait, je ne sais pas si cette ingénierie-là, c'est celle qui va me permettre de faire le début de la construction ou la fin de la construction. Parfois, c'est un mix. D'accord? Donc, ce qu'on est en train d'essayer de changer, c'est qu'on veut que l'ingénierie, la manière avec laquelle elle s'organise et elle livre ses packages, qu'ils soient respectés ou qui respectent la séquence de la construction. Donc, on a besoin de définir cette séquence de construction depuis le début. Donc, une des choses qu'on fait, par exemple, je prends ici un site sur lequel on va travailler. Une des choses qu'on commence à faire, c'est qu'on essaye de trouver une logique de découpage de la zone géographique du projet, d'accord, suivant suivant une séquence de construction, prenant en considération les contraintes. Par exemple, je vous donne un exemple. Si dans ce projet-là, moi je vais faire ce travail-là dans cette zone-là, et le sol ici, sur lequel on va bâtir tout ça, c'est un sol qu'on ne connaît pas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en fait, il y a un risque si on commence à faire excavation, donc si on commence à enlever de la terre, on va trouver, je sais pas, une bombe qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous imaginez bien
que ça va avoir un impact sur ma construction à un délai de 1 mois ou 2 mois. C'est ce genre de contrainte, en fait, qu'on doit prendre en considération depuis le début en tant que risque. On y réfléchit pour dire voilà, c'est là, voilà. Comme ça, je vais découper mon projet en zones, ce qu'on appelle des CWA, d'accord ? Et ces zones-là vont être respectées et vont prendre en considération des contraintes telles que l'accès, telles que la disponibilité, telles que le terrain, telles que la livraison du matériel, telles que les ressources. Parfois, je ne sais pas par rapport ici en France, mais disons le nord de France, il y a des années où en fait il y a tellement d'activités industrielles de construction qu'il y a un challenge par rapport à la disponibilité de la main-d'œuvre. Vous voyez ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on doit planifier par rapport à ça. On se dit, ça va permettre de faire ça. Donc, on crée ces zones-là, et suivant ces zones-là, on découpe toutes les disciplines suivant des packages de construction. Ces packages-là, c'est pas que le scope, c'est aussi l'ingénierie, il y a vraiment plusieurs facteurs, y compris les permis, tout ça. Et ensuite, on les découpe encore plus, à un deuxième niveau, suivant une séquence d'installation. Donc, je vous donne ici par exemple un exemple de ce path of construction où ce même scope de travail, il a été découpé, ces frontières-là, elles sont définies suivant ces critères-là, d'accord ? Et la séquence d'installation, elle est définie suivant ces critères-là. Et ça, c'est défini des années avant le début de la construction, et ça fait partie des choses qui sont autorisées au début de la construction. Donc, je vous montre aussi ici un exemple. Vous voyez le découpage ici en rouge, c'est un découpage purement contractuel. Sauf que ce découpage-là, si on compare au découpage bleu, qui est un découpage par la séquence de la construction et par la méthode AWP, vous voyez que c'est différent. Donc, traditionnellement, les projets ils sont découpés par l'aspect contractuel de cette manière-là, qui ne correspond pas à comment on va exécuter le projet. Et donc, c'est d'où, en fait, que ces pertes viennent. Et donc, finalement, la complexité, ça vient d'où ? C'est que quand on instaure cette structure-là, bon, quand je donne un projet de 50 millions, ça prend 3 mois pour développer cette structure-là. Mais quand on a cette structure-là, là, il faut manager tout le reste. Donc, les outils, les équipes, la culture, la collaboration, la complexité, les contrats, et tout ça doit être aligné, l'achat, etc., par rapport à cette structure-là. Et donc, chaque département, vous avez parlé de culture tout à l'heure, chaque département a besoin d'avoir sa culture alignée avec cette nouvelle structure-là, ce qui est un challenge en lui-même. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette structure-là avec les pratiques qui permettent d'aligner tous les départements en un package, en une sorte de plateforme. On se dit, cette plateforme-là, appliquée à ce projet-là, avec cette activité d'innovation, donc cette activité de configuration de cette plateforme-là au projet, elle va contenir ces 7 éléments-là, donc qui couvrent à peu près plusieurs éléments, y compris les work process, la formation, la documentation, la technologie, l'équipe, etc., le suivi et tout. Donc c'est inclus là-dedans, et on dit que par rapport à ça, ça va augmenter la chance du projet pour réussir. D'accord ? Donc, pour finir, je voulais me focaliser sur un seul élément de ça, c'est l'élément ici leadership, où en fait le coaching qu'on fait avec les équipes de management, parce qu'on intègre dans notre équipe des gens qui travaillent par rapport à la culture de changement, etc. C'est un élément important. On ne peut pas implémenter quelque chose de nouveau, échanger les cultures, échanger les habitudes sans faire ce suivi-là. Donc, une des choses, en fait, c'est un quote que j'aime, et c'est un livre que je vous conseille vraiment de lire, ça s'appelle Strength-Based Leadership. Donc en fait, ça dit que if you spend your life trying to be good at everything, you will never be good at anything. Donc si on passe son temps à essayer d'être bon partout, on va pas être bon dans rien. Voilà. Donc ça s'applique au projet. Donc en fait, si on est ingénieur, on doit être bon en ingénierie. Si on est dans l'achat, on doit être bon. Faut vraiment savoir être fort dans ce qu'on fait et rajouter à ça une couche où on fait, disons, 30% ou 20% de son temps à aller vers l'autre discipline avec laquelle je travaille pour collaborer avec. Et c'est ça le principe du AWP, c'est qu'on fixe une base solide pour tout le monde qui est basée sur la structure de découpage que tout le monde en fait a contribué donc ils ont contribué à cette structure-là à laquelle tout le monde a contribué. Et sur cette structure-là, maintenant chaque département il s'organise comme il veut.
votre culture, votre méthode de travail, vous êtes fort dans l'achat. Je ne vais pas vous dire comment vous allez faire l'achat, non. Par contre, moi j'ai cette priorité-là, qui est basée sur ma séquence de construction, je veux que vous répondez à cette priorité-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence un peu à gérer la complexité de la construction. Et ensuite, bon, il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un proverbe en fait, africain qui dit « It takes a village to raise a kid ». En fait, ça prend un village pour faire grandir un enfant. Ça veut dire que, l'idée, c'est que on ne peut pas en fait faire grandir un enfant au milieu de nulle part. Ça prend tout un contexte, toute la société, tout le village en fait pour faire ça. C'est pareil au projet. Ça prend un village en fait pour bien réussir un projet. Un projet, il évolue dans une culture entreprise, il évolue dans une culture du pays, de la région, il est en interaction avec beaucoup d'éléments. Et donc c'est un tout en fait qui va faire réussir le projet. Donc une des choses vraiment importantes, c'est de prendre conscience de l'environnement, du contexte et de développer de bonnes relations avec ça. Voilà, merci beaucoup. Et voilà mon email. Très bien. Allô. Allô. Allô, merci infiniment Walfa pour cette présentation, cette défense en fait de la thématique et de ta passion en fait pour la construction et pour la partie formation et pour la partie innovation. Donc on a appris énormément et merci d'être venu spécialement pour nous. Pour cela, ce n'est qu'une première partie. Donc le débat il est ouvert. Toutes les questions, toutes les remarques, toutes les observations sont la bienvenue. N'hésitez surtout pas. Merci. Anyone for any question, even in English if you want. So we have someone who is speaking English here, so that is you can ask any question. I hope that it was good for you, even if the presentation is done in French. Tadessé, il nous vient de l'Éthiopie, il parle anglais, il est en double diplôme, il est en double, ce qu'on appelle des thèses de doctorat sandwich, et il travaille sur le Lean Construction appliqué pour un contexte africain. Voilà, ce qui est vraiment bien. Donc, on parle allez-y. Go ahead, please. Okay. Thank you very much. It was a very nice presentation, and I was really impressed, especially in the way that you try to identify the process, the time, the waste related to time in the process of construction. That's really important, and it helps someone to understand how the very important person who is managing the project is spending his time. So I was really particularly impressed about it, and it was interesting. Later, in the models that you try to develop, actually there are drivers and there is an implementation and the target to be achieved at the end. Yes. So in the drivers aspect, actually I was trying to look into the factors which affect this, and more of them, they were actually related to the human aspect. Yes. So how do you think that this actually can be better managed in this particular method or tool? Absolutely, yes. I mean, the human aspect is, as I said, you can pick two projects that are similar in scope, in budget, in location, but one succeeds and the other doesn't. And the difference is the team. Okay, so it's a fact. Now, the way we look at this is based on an understanding of what does it take at the individual level and then at the team level to deliver a good project. So at the team level, what we need primarily is an understanding of the roles and responsibilities of everyone and the workflow, basically the interaction between them. So that's at the team level, okay? Team, roles and responsibilities, okay, and workflow. So who does what at what time, who starts what, who's responsible for what, and update that regularly because, sometimes a project lasts a number of years, the roles and responsibilities change, things change, so you need to update that. So that's at the team level. Now at the individual level, every company, we really believe in this. We think every company should focus on developing literally two aspects or two qualities or two competencies of every individual. Number one, the pure technical competency. So you need to be good at your job,
So I feel like, if I'm a mechanical engineer, I need to be good at mechanical engineering. If I am a cost estimator, I need to know how to do cost estimating well. Il faut vraiment être compétent dans ce qu'on fait. So that's number one, technical competency. And then on top of that, everybody inside the organization, not just management, everybody needs to develop and learn how to be a good manager. A good manager is basically somebody who can collaborate and manage well people. We tend to have this idea, that management is just for people with, hierarchy responsibility. But it's not the case. If you're in a construction project and you're an engineer, you're interacting on a daily basis with other engineers, you're interacting with the procurement department, you're interacting with the construction people. And if you do not know how to manage your time, if you do not know how to manage the exchanges, if you do not know how to be a good, individual manager, you won't succeed. So every company at the project level, we really kind of like recommend, you say you develop from a human resource perspective, donc ressources humaines, les compétences techniques, donc technical competency, okay, they need to be good at what they do, and leadership and managerial skills for everybody, not just management or middle management, everybody. So these are the two the factors that we look at those. Does that answer your question? Okay. Merci beaucoup. Bélène? Pas de question, Bélène? Je sais pas. Tu veux que je te donne le micro? Je sais pas trop, je réfléchis. D'accord. S'il vous plaît. J'ai une question. Vous avez parlé de à peu près 5% de sociétés qui, dans la construction ou de projets qui réussissent, versus 95%. Est-ce que dans ces 5%, on a des leçons qu'on peut tirer? Est-ce que par exemple c'est lié à une région, une culture comme les Japonais, ou est-ce que c'est une taille de société, ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a des constantes qui indiquent un peu les chemins à suivre ou les choses à corriger, par rapport à votre métier? C'est une bonne question, j'aime bien. Alors, comment je vais commencer? Je vais commencer par un truc en fait. Quand j'étais étudiante, je faisais de la recherche sur la méthodologie Lean. Et là, je lis un article sur la LPS qui parle d'une implémentation de la méthodologie en Arabie Saoudite. Et il y avait une section là-dedans qui dit les challenges. Donc ils ont mis, les challenges, c'est la perception du temps. Où en fait, en Arabie Saoudite, quand on dit ce truc-là, il va arriver demain, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va arriver dans 3 jours. Donc ils ont mis ça comme raison. Donc, comme challenge, parce qu'ils ont dit la culture, c'est important. Bon. Alors moi, la culture, c'est très important, et quand on parle par exemple de culture japonaise versus culture autre, finalement, quand on essaie d'y réfléchir en oubliant l'emplacement géographique, finalement, c'est qu'on a développé une culture de travail qui est basée sur un process clair. C'est ça en fait. On a des principes, tout le monde en fait agrees, donc tout le monde est d'accord sur des principes. Par exemple, le principe de respect des délais. Ça, c'est un principe, ça devient une valeur. Tout le monde est d'accord que le respect des délais est quelque chose d'important. Donc, si on ne le fait pas, on est contre le système, donc on est écarté. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le système de valeurs. D'accord ? Maintenant, chaque entreprise, en fait, elle a ses propres systèmes de valeurs. Même une entreprise qui ne passe pas du temps à le définir, en fait, par défaut, il y aura des valeurs qui vont être définies, qu'elle veuille ou non. D'accord ? Donc l'idée, c'est de prendre un peu c'est un leadership pour dire, moi je vais penser à mon système de valeurs et je vais commencer à l'introduire et à l'instaurer. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que ça a un rapport ça avec la méthodologie ? Alors d'après l'expérience que j'ai eue, parce que quand on a commencé en fait à faire le pilote en France ici, pour moi c'était un peu personnel parce que moi j'ai fait mes études ici, donc c'est un peu une fierté, etc. Mais aussi, on a cette tendance de dire, la culture ici, c'est que on est moins rigoureux et on est plus relax, ou on résiste plus au changement. C'est ça ce qu'on dit. On résiste plus au changement par rapport aux Américains, etc. Alors moi, je peux vous dire que dans l'implémentation d'une méthodologie comme ça, dans un projet, en fait, il n'y a pas de corrélation entre là où ça se trouve, la culture, et le succès. En fait, il y a ce qu'on appelle, c'est quelque chose à laquelle je crois personnellement et j'essaie d'instaurer ça dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la présence des facteurs de succès ou des clés de succès. Je vous donne un exemple.
ce qui n'a pas de rapport avec l'industrie. Quand on est né dans une famille, par exemple, où l'éducation est importante, on a plus de chances de réussir ses études que quand on est né dans une famille où l'éducation n'est pas importante. Oui ou non? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais on a plus de chances. Pareil, quand on travaille dans un projet, ou quand on implémente une méthodologie dans un projet, dans une entreprise, où les facteurs clés, où le contexte, il est fait pour faire réussir, d'accord? Ce projet-là, et cette méthodologie-là, elle a plus de chances de réussir que dans une autre entreprise. Je prends un exemple très simple. Il y avait un pilote, en fait, un projet pilote, où, nous, quand on implémente cette méthodologie-là, on a besoin de travailler avec tout le monde. Non seulement le management, mais aussi tout le monde, y compris même l'administratif, parce que tout le monde doit aider, en fait. Donc, il y avait une personne dans l'équipe qui, non seulement elle résistait à la méthodologie, mais en fait, elle était en train de saboter. En train de dire oui, mais ça marche pas, on faisait ça comme ça depuis des années, pourquoi changer, et tout. Donc, ce qui s'est passé par rapport à ce projet-là, bon, ils ont fait, on essaie de convaincre, on fait les sessions, on en parle et tout, on essaie de changer, mais au bout d'un certain moment, c'est au bout de quelques mois ou quelques semaines, cette force-là, elle devient une force qui empêche ce changement de se faire. Il faut prendre une décision et l'écarter. C'est comme ça, vous voyez. Donc, c'est une combinaison de facteurs. Moi, personnellement, d'après mon expérience que j'ai vue, je ne crois pas à la relation entre le contexte géographique et le succès d'une implémentation. Par contre, je pense qu'il faut prendre en considération l'aspect culturel, etc., et travailler pour le renforcer. Mais ce n'est pas une corrélation. Donc, j'ai vu cette méthodologie réussir très bien en France et ne pas réussir aux États-Unis dans un certain projet. Et je l'ai vu réussir dans le nord des États-Unis et ne pas réussir dans le sud. Donc, il n'y a pas de corrélation. C'est juste ce qu'on fait pour donner ces facteurs de succès. Et la taille de la société. Par contre, la taille, ça c'est important. Alors, on parle de taille de projet avant de taille de société, d'accord? Donc la taille des projets, les petits projets, donc les projets de moins de, disons, de 50 millions, d'accord, de dollars, ça c'est les petits projets. Donc les petits projets, pour qu'ils puissent réussir, d'accord, et donc dès qu'on implémente cette méthodologie-là avec beaucoup plus de détails, etc., là ça ralentit le projet parce qu'en fait le projet n'a pas les équipes, n'a pas les ressources, etc. Donc il faut en fait l'alléger, d'accord, pour que ça réussisse. Les très grands projets, donc les projets supérieurs à ça, enfin il y a deux marges, il y a les projets de 50 à 800 millions et après de 800 millions à supérieur, ça c'est une autre gamme. Donc là, la méthodologie elle fonctionne très bien pour les grands projets, vraiment elle fonctionne très très bien, beaucoup plus que pour les petits projets. Maintenant les petits projets, ce qu'on a fait c'est qu'on a adopté et en fait on a simplifié la méthodologie. Et on a laissé que l'essentiel, c'est les principes, les choses vraiment à appliquer. Et là, en fait, c'est devenu une corrélation où ça fonctionne. Donc, un peu cet exercice d'innovation là-dessus. Maintenant, par rapport à la taille d'entreprise, par contre, en fait, ça n'a pas de rapport. Ce qui est le plus important, c'est que quand on pilote la méthodologie, il faut qu'on le laisse dans un contexte, au début, première implémentation, dans un contexte bien cadré et bien réglé, indépendamment de la taille de l'entreprise. Ça, c'est important pour le succès. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais poursuivre un petit peu la discussion sur le lieu géographique et notamment savoir si le contexte réglementaire avait beaucoup d'importance dans le succès de l'implémentation et notamment je pense au rôle de l'architecte qui n'est pas le même dans tous les pays. C'est vrai. Et également, est-ce que le mode de dévolution a un impact important pour la mise en place de la méthodologie? Est-ce que c'est un appel d'offres traditionnel, une conception-construction, un partenariat public-privé, des choses comme ça? Très bonne question. Alors, donc je vais commencer par le mode d'implémentation. Donc en fait, finalement, dans la construction, on a en gros donc des variantes de 3 formules. C'est en fait la question qui fait quoi. Donc qui fait l'ingénierie, qui fait la construction, le management de la construction et qui fait l'achat. D'accord? Donc je suis client, je me place là. Après, je peux faire 3 contrats, donc un avec l'ingénierie, un avec l'achat et un avec la construction. Comme je peux faire un seul contrat avec une entreprise qui fait tout, EPC donc, comme je peux faire une variante, un contrat avec une entreprise qui fait EP, ou un contrat avec une entreprise et un autre avec C, enfin, il y a ces 3 variantes-là, d'accord? Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est que
quand le client fait un contrat avec une entreprise qui fait EP, donc qui fait de l'ingénierie, pour les petits projets, qui fait de l'ingénierie et un support à l'achat, et séparément, le client lui-même fait le suivi de la construction, et ensuite il fait des contrats séparés avec les entreprises de construction. Donc ça fonctionne bien pour tout ce qui est les projets revamp, donc tout ce qui est les projets de je sais pas comment on va les appeler en français, mais de mise à jour, de mise à niveau. En gros, j'ai une usine, je vais soit l'étendre, je vais faire une mise à jour, il y a une nouvelle réglementation environnementale, on a besoin de réduire les émissions carbone, donc ça fait un projet. Enfin, ces projets-là, ça fonctionne bien. Donc, mais sauf que le challenge, c'est que le client, lui, par exemple, je dis client, Esso, je sais pas, des clients, Bouygues, EDF, Bouygues, à moins que c'est eux les propriétaires du projet, mais non, c'est pas un client, c'est plutôt un EPC, ça devient, ouais. Mais le client, par exemple, EDF est un client, d'accord? Ça, le problème par rapport à ça, c'est qu'ils doivent développer des ressources internes de management de projet. Et ça, c'est pas évident en général. Maintenant, il y a l'autre aspect où tout le projet, donc EPC, tout, est fait par une seule entreprise. Par exemple, le cas Bouygues ou Vinci, ou je sais pas, d'accord? Donc ça fonctionne bien quand, en fait, l'entreprise, elle a toute l'indépendance qu'elle a pour faire tout ce scope-là, d'accord? Donc là, et non seulement ça, mais en plus, elle adopte la méthodologie en interne. Donc, c'est pas imposé par le client. Parce que si la méthodologie, elle est uniquement imposée par le client, l'entreprise de construction, EPC, Bouygues ou autre, le réflexe qu'elle aura, que ça c'est une contrainte, c'est pas une méthode qui va m'aider. Donc ça fonctionne pas. Donc vous voyez, le contexte, c'est vraiment important d'où ça vient de point de vue décisionnel. Maintenant, l'aspect réglementaire, en fait, l'aspect réglementaire, c'est principalement, ça touche à deux choses. Ça touche au permis, finalement, parce que quand il y a plusieurs permis, ils peuvent en fait influencer la séquence de la construction. Donc en fait, il faut prendre les permis comme contrainte. Et donc, vous vous rappelez là au début, quand on forme le chemin de construction, une des choses qu'on fait, c'est qu'on étudie en fait l'impact du contexte réglementaire par rapport à ça. Donc on le prend comme contrainte. Le deuxième aspect par rapport au contexte réglementaire, c'est tout ce qui est en fait les compensations. C'est-à-dire soit on compense par taux unitaire, soit ça va dépendre. Et ça, c'est tout un autre sujet, mais en général, ce qu'on a trouvé, c'est que dès qu'on trouve un moyen d'encourager la dépense de temps dans la planification, c'est ça en fait, dès qu'on trouve un moyen de rajouter une catégorie de planification qui est compensée d'une manière adéquate, là, on encourage tout le monde en fait à adopter la méthodologie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'ai essayé de couvrir en très peu de temps. Mais ça, c'est un gros sujet sur lequel on peut parler des heures et des heures. Merci. Une autre question? Même d'ordre général, n'hésitez pas. Encore une deuxième? Sur votre courbe, dans les premiers slides, il y a les deux courbes. Moi, je viens de la construction de l'industrie automobile. Et puis, il y a la construction où il y a un gap sidérant quand on voit ça. Il y a quelque chose. Est-ce que, rassurez-moi, c'est du moyen, bien sûr. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quand même des premiers de la classe qui accrochent ou parce que sinon, j'arrive pas à comprendre. Absolument. Les premiers de la classe, c'est des projets, c'est pas des entreprises. C'est ça en fait. Donc, il y a des projets premiers de la classe. Ah oui. Ah non. Il y a des projets où c'est des outliers. Hein. C'est des projets. Ah oui. Mais c'est pas systématiquement des entreprises par contre. C'est-à-dire on n'a pas des entreprises premières de la classe. Non. Il y a des projets. C'est lié à l'humain, en quelque sorte. C'est à une team et un contexte. C'est ça. C'est lié à la méthode, c'est lié à l'équipe, c'est lié au contexte. Et c'est un tout qui fait que ce projet-là réussisse. Et en fait, et c'est ça tout le challenge, en fait. C'est le passage, quand on fait un pilote et qu'on a réussi dans un projet, c'est le passage du projet entreprise. Comment prendre ces bonnes, ce success story et la rendre une pratique entreprise. Là, c'est tout un autre sujet, ce qu'on appelle donc le rollout, et c'est un autre sujet. On travaille sur la thématique comment la qualité devient la culture de l'entreprise. Ça, c'est un axe avec une entreprise assez importante au
niveau national, Oui. parce qu'elle a quelques projets qui fonctionnent très très bien, Ouais. puis elle est dans une accélération de croissance, Ouais. et puis elle est en train d'embaucher énormément de personnes, en même temps beaucoup de personnes sortent, et il fallait absolument mettre en place que la qualité de l'agriculture. Ça c'est vraiment un point de recherche extrêmement important sur lequel je suis penché, que je découvre en fait et que j'apprends au fur et à mesure. D'ailleurs, une remarque là-dessus, parce que ça c'est ce que vous avez mentionné est important, un projet de construction, il dure longtemps, donc au moins, disons au moins 1 an, allez, on est optimiste. Durant 1 an, les gens partent, les gens changent. Et donc le turnover, en fait, le staffing, quand les gens partent, ça a un impact sur le projet. En fait, j'ai fait une étude quand je faisais de l'audit, où on essayait statistiquement de voir l'impact de changement des postes clés, donc manager de projet ou manager de l'ingénierie, sur les projets. On a trouvé qu'il y a une corrélation entre ce changement-là au milieu du projet et 5% d'augmentation dans les dépenses du projet. En fait, c'est ça. Je vais vous donner un témoignage. Chez Toyota, la plus mauvaise usine, c'est celle d'Angleterre. C'est celle où, sur les 3000 personnes, la société, il y a eu 6000 personnes. Donc, cette usine a quasiment été renouvelée. Et c'est celle, dans le monde entier, le turnover est corrélé directement avec la non-performance. Laure, tu avais une intervention encore, je suis désolé, ça ne marche pas. Oui, je voulais savoir si les projets étaient premiers de la classe parce qu'ils avaient une très bonne prévisibilité ou parce que l'équipe d'exécution a mis le paquet et a réussi à rentrer dans les clous. C'est plusieurs facteurs, d'accord. Alors, ce que tu soulèves, en fait, c'est un très bon point. En fait, ça, c'est parce qu'on est humain, donc on ajuste notre comportement. Par exemple, si je me dis que la prévisibilité, elle est importante, donc en tant qu'équipe de projet, ce qu'on peut faire, en absence bien sûr d'audit et de qualité, ce que je peux faire, c'est que je peux avoir une estimation un peu plus gonflée, d'accord, pour que quand le projet se termine à la fin, le delta que j'ai entre ce qui est dépensé et ce qui a été programmé soit minime. Ce qui fait que ça a créé à un certain moment dans l'industrie un problème d'estimation qui ne correspondent pas à la réalité des choses. C'est des estimations, ce qu'on appelle conservative estimate ou fat estimate. Donc, elles sont un peu grosses, voilà. Donc, ce qu'on veut, nous, en appliquant cette méthodologie-là, le fait qu'on découpe en zones, en fait, le travail, c'est que le projet, ce n'est plus un projet, c'est une somme de petits projets. Vous voyez ? Et donc, même l'estimation, le temps, les risques, tout est analysé par zone. Et quand tout est analysé par zone, là, on a plus de... Vu que c'est la granularité de la chose, en fait, elle augmente la précision de l'estimation. Et donc, on a plus des bases de données qui sont meilleures. Et je crois que ça répond à la question. Plus de fiabilité. Plus de fiabilité. J'ai une question sur votre méthode par rapport à l'environnement, parce que ça, c'est un paramètre pour moi qui est pas mesurable. Ce qu'on va trouver sous la terre, ce qui peut se passer, tout cet aspect environnemental. Comment, justement, votre méthode s'intègre par rapport à ces surprises qui peuvent arriver et comment vous repositionnez les projets par rapport à ça? C'est une très bonne question. Alors, en fait, les facteurs de l'environnement, donc le sol, etc., le temps, etc., on les évalue en termes de risque. Et en fait, toute la question, en fait, c'est combien je suis prête à dépenser avant pour essayer d'identifier le plus et comprendre le plus ce risque-là, par rapport, en fait, à combien ce risque va me coûter quand il va survenir après. Donc, je donne un exemple. Je citais l'exemple où le sol, là, on peut trouver un truc sous le sol. Donc, des vides, par exemple, ou des catiches. Ou même de la fondation, voilà, old foundation, donc la fondation qui date de je ne sais pas quand, à 6 mètres sous le sol. C'est moi, si je fais ça, je trouve la fondation, j'ai besoin de la détruire, ça va délayer le projet. Donc, ce qu'on fait, c'est que durant l'étude, on fait ce qu'on appelle l'étude géologique et du sol, d'accord ? Cette étude-là, comme tout en fait, comme je peux dépenser 10 000 € pour faire quelques analyses sur des sondages, comme je peux dépenser en fait 500 000 € pour faire des sondages tous les 2 mètres, par exemple. Vous voyez là le coût. Et toute la question qui se pose par rapport à un projet, c'est que je me dis combien, je sais que ça va être un risque,
je vais essayer de mesurer l'impact du risque ou la probabilité du risque et je vais dire combien est-ce que je suis prête à dépenser pour minimiser ce risque-là maintenant. Donc, après, ça dépend du projet. Il y a des projets où ils disent, bon, le site, par exemple, là, on est en train d'évoluer, il y a eu une étude géologique du site qui date de 10 ans. Bon, on se dit, raisonnablement, le sol ne va pas changer en 10 ans. Donc, voilà, on considère que ce risque-là, il n'est pas si grave que ça. Après, s'il y a quelque chose qui arrive, ça va être un changement, ça va coûter. Mais on va faire ce jugement-là. Où on se dit, bon, ce sol-là, ça fait la dernière étude du sol, elle date il y a 50 ans, raisonnablement, et peut-être qu'elle n'avait pas les moyens technologiques à l'époque, etc., il faut dépenser de l'argent pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il n'y a pas une réponse systématique, c'est le contexte, c'est là où on est, et justement, quand on commence à raisonner par zone et on commence à réduire le scope, et se focaliser vraiment sur quelque chose d'objectif, qui est ce qui va être installé, ce qui va être physiquement vu sur chantier. Là, on commence un peu à réduire le scope. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Uniquement pour donner un exemple, par exemple le tunnel ou bien le métro de Lyon, ils n'avaient pas dépensé énormément de fonds sur les aspects hydrauliques des sautes, sur la partie géotechnique. Et au moment où ils commençaient les creusements, il y avait une arrivée d'eau assez importante. Donc l'arrivée d'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire blocage en fait, des chantiers, récupération de l'eau à jeter à l'extérieur, parce que ce n'était pas prévu. Deuxième chose, l'eau, il a fallu forcément, elle a vraiment causé des dommages assez importants au niveau des machines, forcément de retard, forcément de rébrin, forcément ça devient un peu critique. Et ça, c'était dû à une sous-estimation en fait de la partie géotechnique sur quelque chose d'important qui est un tunnel pour un métro, parce que c'est vraiment au centre-ville, etc. Et ça, ils auraient pu mettre un peu plus de budget sur la partie géotechnique basique, mais ils avaient estimé qu'ils avaient fait des études à côté, ils n'avaient pas anticipé potentiellement que le champ hydraulique de la ville avait changé parce qu'il y avait des surfaces imperméables, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient importantes. Donc il y a toujours des risques comme ça assez importants qui peuvent arriver. Mais juste une petite chose, non, c'est juste une remarque. Mais normalement, tout ça, c'est encadré. Les études géotechniques sont pas faites au pif. Normalement, vous avez plusieurs missions géotechniques qui... Mais en fait, ça c'est... L'étude géotechnique, elle va être faite, certainement. Il n'y a pas un projet qui est financé sans étude géotechnique. Absolument, oui. Mais la question qui se pose, c'est quoi le scope de l'étude géotechnique? C'est quoi le niveau d'effort? C'est quoi... je dis, par exemple, quand on va faire des forages, je les fais tous les 10 mètres. Non, c'est encadré tout ça. Non, c'est pas fait au pif, c'est pas fait au choix. C'est par exemple, on veut faire 3 sondages pressiométriques. Tout ça, c'est encadré en fonction de la surface, en fonction du projet. C'est très important, ça. Ça c'est peut-être l'aspect réglementaire. C'est encadré, ça. Quand c'est du land privé, donc quand c'est du terrain privé, c'est l'entreprise qui fait la décision, c'est pas le gouvernement qui impose ce qui se fait. Aux États-Unis. Oui. Même uniquement pour échanger avec toi sur cet aspect-là, uniquement sur la partie géotechnique, c'est cadré par exemple pour faire des essais par exemple de perméabilité, pas forcément de la partie en fait mécanique. Oui. Sur la partie perméabilité, on a par exemple des essais de franc et des essais de puits. Les essais de franc en fait ils donnent une valeur locale en fait au niveau de la perméabilité. Les essais de puits ils donnent une valeur plutôt globale. En termes, on a le choix entre les deux. Est-ce que je fais plusieurs essais locaux qui me permettent en fait d'avoir une estimation en fait de la partie écoulement, ou bien je fais 2 essais globaux avec les essais de puits. Le coût des essais globaux avec des puits il est assez important, et puis vous avez après la partie exécution. Si l'exécution dit on a trouvé 10-5, 10-20, forcément il y a une sous-estimation de résultats, même si c'est cadré, les valeurs données par la partie résultat, elle n'est pas bien faite parce que l'essai était mal exécuté. Tout le monde n'est pas là pour vérifier comment ils ont été réalisés. C'est pour ça, le facteur, même si c'est cadré au niveau juridique, quand un doctorant, bien même un professeur, il fait un essai de compression, je dis la compression c'est 25 mégas, ça reste quand même l'exécution de l'opérateur qui a fait les essais. Est-ce que c'est vraiment 25 mégas ou pas? Même s'il aurait fallu faire vraiment un essai. Donc la partie fiabilité de celui qui fait l'essai, elle rentre en jeu après, même si c'est cadré. Tu peux avoir des résultats qui sont... En fait, ça peut même, par exemple dans le secteur minier, ça peut même être relié à combien l'entreprise en fait va générer d'argent. Par exemple, si on prend un terrain et qu'on veut estimer les ressources disponibles dans ce terrain-là, pour voir en fait est-ce qu'il y a suffisamment, je sais pas,
de faire, par exemple, dans le sol, pour que ça justifie le coût du projet, pour qu'on l'exploite. Et vraiment, combien on dépense pour déterminer la richesse du sol en termes de forage, donc elle est c'est pas une question directe. On a besoin de dire, en fait, ça a un impact, c'est corrélé directement à la précision de l'estimation de ma compréhension du sol. Ça peut avoir plusieurs facteurs. Une dernière question ou une remarque Une dernière. Même générale. C'est bon Amna? J'ai 2 questions en fait. Je vous remercie énormément pour cette présentation et pour votre intervention. Et je remercie professeur Lafage de nous avoir invités et de nous avoir invités à cette conférence. Au début de votre présentation, vous avez parlé que de l'utilisation des machines et de la robotique, de l'automatisme, c'est pas le facteur de réussite. Et du coup, vous avez proposé de travailler sur la méthodologie. Mais je crois que vous croyez qu'il y a une complémentarité entre plusieurs facteurs de réussite, la machine, la méthodologie, tout ce qui est digitalisation. Et dans votre expérience, est-ce que vous avez vu la nécessité de cette complémentarité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez conseillé votre client d'utiliser une certaine machine ou bien de préfabriquer une partie de leur projet de construction? Très excellente question. C'est ma première question. Je vais ajouter ma deuxième et après... Il y avait 2 déjà. Oui, même la deuxième, il y a 2 dans la deuxième question. Du coup, vous avez parlé de la qualité. Est-ce que vous avez une méthode pour évaluer la non-qualité ou bien le rework en termes de coût ou bien en termes de coût et de temps? D'accord. Est-ce que vous avez utilisé ça? Est-ce que vous avez fait ça pendant votre travail de diagnostic? D'accord. Voilà. Absolument. Ok, merci. Très bonne question. Donc, par rapport à ta première question, alors, il y a un proverbe, enfin, c'est pas un proverbe, c'est quelque chose que Bill Gates dit, d'accord, que j'aime beaucoup. En fait, il dit, quand un processus est efficace, quand on lui applique la technologie, ça augmente l'efficacité. Quand le processus n'est pas efficace, la technologie, elle amplifie les inefficacités. D'accord? Voilà, ça c'est ma réponse à la première question. Donc, Zakaria, il dit la même chose, mais pas de la même manière. Tout le temps, avant d'améliorer un système, s'il est inefficace, on ne peut rien faire en fait. Oui, c'est ça. Du coup, il disait toujours ça. We are all Bill Gates information, on va dire ça comme ça. Ah, voilà. Ok. Donc ça c'est par rapport. Donc nous, par exemple, Concord Project Technology, on a en fait une arme technologique. On a développé notre propre plateforme de collaboration qui permet aux entreprises, aux équipes de projet, de systématiquement renouveler la mise à jour des rôles et des responsabilités de chacun tous les jours en fait. Et c'est de la technologie qui nous a coûté de l'argent, en fait, on est en train de la piloter. Mais vu qu'on sait que, en fait, pour que cette méthodologie fonctionne, il faut que l'équipe soit déjà. Enfin, il faut que tout le monde soit déjà fonctionnel, que la méthode soit correcte, pour que quand on applique la méthodologie, elle fonctionne bien. Autrement, on va pas réussir la technologie, donc c'est pas bien pour ce qu'on fait. Voilà. Donc, principalement, number one advice, c'est investir dans la méthode. Quand la méthode fonctionne et qu'elle est prouvée et qu'elle fonctionne bien dans ce contexte d'entreprise, là, digitaliser. D'accord? Donc, par rapport à la deuxième question, c'est la qualité. Donc, la qualité dans les projets de construction, il y a la qualité de l'ingénierie, d'accord? Il y a la qualité du coût, en fait, de l'estimation. Il y a la qualité du schedule. Il y a la qualité des études de préliminaires. Il y a la qualité du process, parce que nous, quand on implémente la méthodologie, il faut qu'on mesure sa qualité dans l'implémentation. Il y a plusieurs méthodes. Plusieurs moyens d'appliquer la qualité. Je sais pas, est-ce que c'est quoi ta question exactement? C'est par rapport à la qualité de l'ingénierie ou pour moi, le rework, c'était lié à la phase construction. Mais là, grâce à votre présentation, vous avez mis l'accent sur le rework of engineering. Voilà. Ouais. Donc, donc la qualité de l'ingénierie. Donc, c'est le rework. D'accord. Donc, le rework, en fait,
Donc, en fait, la première mesure qui montre qu'il y a du rework, c'est change orders. Donc, c'est les ordres de changement. Dès que l'ingénierie, en fait, envoie un ordre de changement pour dire je vais passer plus d'heures pour refaire telle et telle chose, donc ce log-là, donc chaque projet il a un log des changements requis donc, que l'entreprise demande, et en général dans ce log-là, on peut classifier si c'est un changement parce que quelque chose a coûté plus cher ou parce qu'on a rajouté un élément, on a acheté quelque chose, ou si c'est un changement parce qu'on est en train de refaire du travail. D'accord ? Donc ça, c'est la première mesure donc du rework, c'est change orders. Donc la deuxième mesure, c'est les demandes de clarification venant du chantier. En fait, quand on envoie le dessin sur chantier, les gens sur chantier, le superviseur, il reçoit le dessin, il va sur site, par exemple, il va faire un truc, et là, il se dit, bon, le dessin ne correspond pas à la réalité du site. Donc, il va faire un commentaire, ou il va poser une question, et va l'envoyer à l'ingénierie. Donc, les demandes de clarification, ces demandes-là, il y a un log, en fait, de ces demandes-là. Il y en a ceux qui font le management de ça d'une manière systématique, digitale et tout. Il y en a ceux qui c'est par email ou même par courrier, ça existe. Mais ces demandes de clarification émanant du site vers l'ingénierie, ça, c'est donc faire de la mesure sur ça, ça peut donner une idée sur le rework. Et finalement, c'est les mises à jour en fait du schedule, desquelles en fait on peut extraire des indicateurs qui peuvent nous donner une idée sur la qualité de l'ingénierie, qui sont principalement liés au fait que l'ingénierie elle est livrée dans une séquence qui ne respecte pas la construction. Donc, ça a un impact sur le projet, et là, c'est aussi un autre facteur de la qualité. Après, il y a des mesures de qualité internes aux ingénieurs. Là, nous, on ne rentre pas dans ça. Quand, par exemple, le groupe d'ingénieurs mesure la qualité du travail d'un ingénieur junior par rapport, vraiment la qualité du design en lui-même. Ça, c'est classique, en fait, et ça reste quand même de travail de l'ingénierie. Nous, on n'intervient pas dans ça. Ça répond à ta question ? Oui, parfaitement. Très bien. Merci infiniment. Je voudrais qu'on applaudisse très fortement. Et à la prochaine fois ici à Centrale. À très bientôt. Merci. Merci.